USA France Financials est un cabinet indépendant de gestion privée et patrimoniale vous offrant les avantages et services d'un cabinet à taille humaine ainsi que les ressources de grandes institutions. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des Français et Franco-Américains qui se sont installés ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 850 familles depuis 2010. Nous nous adressons à une clientèle ne sachant pas où elle se retrouvera dans l'avenir et lui permettons d'être proactive face à des problématiques fondamentales de planification par l'établissement de stratégies portables, flexibles et adaptées. Ces problématiques sont notamment les successions internationales, la retraite, les placements, les stratégies fiscales et la prévoyance. Notre équipe et nos réseaux de partenaires, que ce soit des avocats, des comptables, permettent d'avoir une vision globale sur votre situation patrimoniale internationale, que ce soit par exemple aux États-Unis ou en France. Cette double compétence nous met dans une position de force et nous permet de gérer toutes les problématiques possibles et inimaginables affectant l'avenir de nos clients. Nous accompagnons notre clientèle sur la longue durée, bâtissons avec eux des relations à vie et agissons d'une certaine manière comme leur propre family office. Nous utilisons un processus de planification très élaboré. Nous commençons par mettre nos clients dans une meilleure situation par le biais de stratégies d'ingénierie patrimoniale ou d'instruments fiscalement avantageux lorsqu'il s'agit par exemple de les aider à mieux planifier leur retraite, avant même d'aborder l'aspect tactique, c'est-à-dire des investissements purs, afin de s'assurer que ces investissements soient en ligne avec leur stratégie globale et compréhensible. Nous vous invitons à regarder notre vidéo sur Pourquoi choisir USA France Financials, dans laquelle nous vous expliquons plus en détail notre manière de procéder. Bonjour Cédric, bonjour Axel, bonjour Alexandre. Bienvenue à notre symposium USA France Financial et la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. Je m'appelle Annabelle Ballot-Potier, je suis la directrice de la FACC et je voulais vous présenter l'équipe de USA France Financial et Axel Go qui vont aujourd'hui nous parler des investissements immobiliers et financiers aux États-Unis et l'art du leverage. Cédric, je te laisse peut-être présenter Alexandre et Axel. Très bien, absolument. Et merci beaucoup, Annabelle. Merci de nouveau pour tout ce que tu as fait pour l'élaboration de ce symposium avec ton équipe. Un plaisir. Alors, voilà, on va commencer premièrement par Axel. Ensuite, on reviendra sur Alexandre. Alors, Axel, juste quelques mots. Je sais que tu es aux États-Unis depuis un petit bout de temps quand même, depuis 1999. Et c'est vrai que depuis, tu as monté donc, cette compagnie qui s'appelle Global Excellence Inc., qui est une agence immobilière, mais également de conciergerie. Alors déjà, si tu pouvais nous parler un petit peu du service immobilier, et ensuite on parlera de la conciergerie. Oui, alors déjà, comme mon prénom sonne comme Excel to Excel, j'en avais marre que les Américains m'appellent le programme Microsoft Excel. Donc, j'ai mis le nom de la société Global Excellence avec mon prénom à l'intérieur. Donc, un petit jeu de mots là. Donc, oui, c'est une agence que j'ai créée depuis les débuts des années 2000. J'ai vite vu qu'il y avait besoin d'un marché international au niveau de l'immobilier en Floride. À l'époque, les taux de change avec l'euro étaient très, très forts, les autres monnaies par rapport au dollar. Et donc, il y avait quelque chose à faire au niveau de l'immobilier, au niveau des investissements, au niveau des expansions d'entreprises. Donc, je me suis rapidement orientée vers l'international. Donc, ça, c'était un petit peu avant le gros boom de 2005. On a connu de très belles années. Et puis, on a connu aussi le crash. Donc, ça a permis d'autres opportunités d'investissement. Beaucoup de mes investisseurs du monde entier, que ce soit Canada, Amérique du Sud, Europe, Asie, etc., sont rentrés à ce moment-là. Et puis là, récemment, j'ai fait vendre tout le monde. Ils sont très contents. Non seulement ils sont rentrés au bon moment, ils ont fait de beaux rendements pendant toutes ces années, une dizaine d'années, quinzaine d'années. Et maintenant, ils viennent de vendre au plus haut du marché. Et puis là, on attend. On attend patiemment. Tu as quand même, faut le souligner, 400 achats-ventes. Oui. À ton registre, donc c'est quand même extrêmement beaucoup de travail. Ouais, beaucoup de volume.
alors, en dehors des services immobiliers, parle-nous, en revanche, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est les services de relocation et de conciergerie Oui. Que tu fais également pour ta clientèle. Oui, en fait, ça va main dans la main. Quand on s'oriente vers l'international, j'ai vite vu, et surtout, c'est venu tout naturellement, les familles qui changeaient de pays avaient besoin d'un accompagnement particulier. Les businessmen qui venaient ici, expansion d'entreprise, avaient besoin d'accompagnement, avaient besoin de choses. Donc, en fait, naturellement, quand on s'oriente vers une classification de clientèle d'un certain niveau, on a besoin de certains services, et souvent, ils ont envie d'avoir un interlocuteur plutôt que 2, 3, 4, 5. Donc ça inclut souvent des beaux véhicules, des véhicules d'exception. Des fois, c'est des yachts, des avions, des achats, des locations, de belles résidences pour certaines réceptions, pas mal de demandes assez atypiques. Donc en fait, c'est venu naturellement d'un service tout en un, clé en main, pour un certain calibre de clientèle. Alors, une question subsidiaire. Quelle a été la demande la plus atypique que tu aies reçue jusqu'à présent? Alors, j'ai eu une demande de Bugatti Veyron. Donc ça, c'était intéressant, parce que quand on a ce genre de demande pour véhicules uniques au monde, où il y en a 5 ou 20 dans le monde, ou 25 dans le monde en plus, maximum, c'est des demandes particulières. Il faut vérifier que le véhicule existe, par exemple, s'assurer que rien n'a été changé sur le véhicule pour garder la valeur. Ne serait-ce qu'une petite pendule dans la voiture peut changer la valeur complètement. On m'a demandé au niveau immobilier une ferme d'oliviers en France ou en Italie. On m'a demandé des châteaux en Suisse. On m'a demandé des choses, mais vraiment particulières. Et j'avoue que pour moi, c'est un beau challenge. Chercher la pièce unique, pour le rendez-vous unique. Des fois, c'est une utilisation pour un week-end, une semaine. Des fois, c'est pour une acquisition. Et des fois, c'est pour des surprises. Ça dépend. C'est vraiment fantastique. Et c'est vrai que ça rend mon métier assez fun et diversifié. Et donc, j'aime bien ça. Ça, c'est très stimulant. Super. Alors, une dernière chose à souligner également, c'est ton engagement par rapport à la communauté française. Hein. Tu as été élue conseillère des Français dans la 5e circonscription, donc en Floride et aux Caraïbes. Si tu peux nous en parler brièvement. Alors voilà, ça fait bientôt 25 ans que je suis en Floride. Donc, entre ça et mon métier, j'ai pu découvrir toute la Floride pour accommoder toutes les demandes sur ce marché. Et donc, j'ai appris à connaître la zone, j'ai appris à connaître les gens, j'ai été au contact d'associations. J'ai aussi créé une association basée sur l'éducation à Orlando, qui s'appelle les Samedis Français, en 2019, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'offre d'éducation de français langue maternelle, donc il fallait bien le créer, sinon il n'y en aurait pas. Et donc ça m'a permis d'être au contact des gens, des associations, des commerçants. Et donc, c'est devenu naturellement de connaître beaucoup de gens et de faire officiellement ce que je faisais officieusement, qui est d'aider tout le monde, de partager mes contacts, partager un certain network, et de faciliter l'arrivée des nouveaux, des nouvelles familles qui pourraient s'implanter, leur éviter de faire certaines erreurs que nous avons commises dans le passé, ou j'ai pu voir certaines choses. Donc, recommander les bonnes personnes et puis les mettre dans de bonnes mains pour être sûr que tout se passe bien, parce que quiconque a un joli rêve de venir vivre aux États-Unis et ici en Floride a le droit à toutes ces chances. Donc, on met toutes les chances du bon côté. Donc voilà, c'est un plaisir de servir la communauté. Et donc, ça aussi, ça permet de dégayer chaque jour, que ce soit entre le travail et ça, c'est fantastique. Très bien, merci en tout cas. Et voilà, on va passer les 20 prochaines minutes à parler des effets de levier en utilisant l'immobilier. Alors, on va passer directement dans le vif du sujet. Une première question, en termes voilà, on va se focaliser sur les perspectives de l'immobilier aux USA, mais surtout en gardant bien sûr le cas de la Floride, de ces 3 pôles. Oui. Donc voilà, je te laisse nous faire une petite description. Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu immobilier en Floride? Alors, je vais vous partager un petit peu, que vous ayez une base. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout va bien, oui. Parfait.
Donc voilà, on va parler du marché immobilier donc aux États-Unis et aussi en Floride. Donc les États-Unis, déjà, c'est un grand pays avec des zones différentes. Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Déjà, les États-Unis n'ont pas encore été impactés par ce qui se passe dans le reste du monde. Donc ça, c'est déjà pas mal. Rarement les effets géopolitiques ont atteint ou ont affecté l'économie américaine. Donc, pour le moment, pas trop de répercussions. Donc, certaines zones de la Floride ont été touchées par la pandémie. Et il s'avère que la Floride est ressortie un peu vainqueur de toutes ces 2-3 années qui ont pu atteindre négativement d'autres marchés, comme, je vais rester au niveau des États-Unis, comme New York, Los Angeles, Chicago. Et la Floride s'est vue, de par le dynamisme du gouverneur au niveau professionnel, de recevoir toute cette masse professionnelle des sociétés mères qui ont déplacé leurs bureaux complètement, un petit bout de Wall Street, un petit bout de Silicon Valley qui sont revenus ici, de la tech, marché médical, de crypto, etc., qui sont venus en Floride et qui ont égayé cet État qui était un petit peu, peut-être un peu oublié de beaucoup. Et maintenant, ils se sont aperçus qu'en fait, effectivement, comme vous pouvez le voir, non seulement c'est une qualité de vie qui est attirante parce qu'il fait beau tout le temps, on peut recevoir des conventions toute l'année, les gens vont toujours dire oui, même les professionnels qui doivent venir avec leur famille, pendant qu'eux ils font une convention, la famille peut s'amuser, jouer au golf, sport aquatique, visiter soit Orlando, soit Miami, Tampa, etc. Donc il y a quand même une qualité de vie importante. Et puis ils se sont aperçus aussi qu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Donc ça change énormément quand on parle de grosses sociétés, quand on parle de Google, quand on parle de Microsoft, quand on parle de Citadel de Chicago, qui lui gère 1/5 des transactions de Wall Street quand même. Quand on parle de pas d'impôt sur le revenu, ça change beaucoup de choses. Et donc ça a ouvert un petit exode professionnel de sociétés ici. Il y a aussi très peu de chômage, il y a beaucoup de travail. N'importe qui peut trouver un travail assez rapidement, que ce soit dans toutes les industries. C'est très positif, c'est très porteur. Et puis la situation géographique qui est assez proche de l'Amérique du Sud, des Caraïbes, de l'Europe, ouvre un marché propice pour toutes ces entreprises qui soit sont nationales mais aussi internationales. Et puis, l'infrastructure est assez accueillante. Comme je l'ai dit, le gouverneur de Floride a été assez dynamique, a laissé l'État ouvert, a autorisé les business à rester ouverts et à continuer leurs transactions. Et puis, le maire de Miami aussi, le maire d'Orlando. Enfin, il y a eu quand même un accueil assez exceptionnel au niveau national et qui s'est traduit au niveau international. Le dynamisme professionnel s'est vu parce que toutes ces sociétés ont continué, ont recommencé leur entreprise directement d'ici, ont déplacé leur masse salariale. Et maintenant, c'est vrai que quand vous demandez à un New Yorker, c'est assez difficile de travailler à New York parce que tous les collègues sont à Miami. Donc voilà. Et puis, c'est un État très sympa. Les gens sont du monde entier, sont très ouverts, sont très accueillants. Les gens sont heureux avec le soleil en général. Donc ça a apporté énormément à cet État qui est devenu quand même un des États les plus importants des États-Unis maintenant. Et puis Miami aussi est devenue une ville quand même, une des quatrièmes des États-Unis. Donc ça, on va le voir. Donc la perspective du marché de l'immobilier en Floride, il est positif. Il a été positif et il est encore positif. Pourquoi ? Parce que dans les 5 dernières années, qui est quand même avant la pandémie, notons-le, il y a eu quand même plus de venues que de départs, que ce soit au niveau des individus, mais aussi des sociétés. Donc, je viens d'en parler un petit peu, la pandémie a accéléré ce phénomène, mais en gros, les départs, on les a vus, mais qui part ? Qui part de Floride ? Il n'y en a pas beaucoup, mais qui part des villes, des plus grosses villes ? Donc, de Miami, il y a quand même des départs, il faut le noter. Mais où vont-ils ? Ils restent quand même en Floride et ils vont dans d'autres villes, comme vous pouvez le voir, soit Orlando, Tampa, Jacksonville. En gros, ils restent dans l'État parce que c'est une accoutumance de bien vivre en Floride, mais en général, ils ne sortent pas trop de l'État. Ça reste par là. Donc, le prix moyen en Floride d'un bien est quand même
en ligne avec celui des États-Unis, à quelques dizaines de milliers près, hein. Aux USA, le coût moyen d'un bien, c'est 407 000 $, et en Floride, c'est 435. Donc, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut plusieurs villes. Et comme vous pouvez voir, il y en a pour tous les budgets. Donc, si certains d'entre vous seraient intéressés à déménager ou à ouvrir une entreprise ici, une filiale, ou complètement venir vivre ici, en Floride, il y en a pour tous les budgets. Vous voyez, comme Tallahassee, qui est plus au nord, qui est la capitale, vous pouvez avoir une maison à 235 000 $. Donc ça, c'est le prix moyen, un peu plus ou moins. Jacksonville, 300 000 par ordre croissant. Nous avons Orlando, qui est quand même une des villes les plus visitées au monde, hein, avec 78 millions de visiteurs par an, en temps normal, hors pandémie. Donc c'est quand même pas mal. Tampa, 410 000. Nous sommes au bord de l'eau, le golfe du Mexique. Miami, 560 000. Ça a bien monté. Et puis, alors là, Naples, on ne pourrait pas y penser. Donc, ville assez saisonnière qui est à un prix moyen de 670 000. Donc ça veut dire qu'ils ont des biens bien plus et quelques biens un peu moins. Et donc, Miami, effectivement, 4e croissance des États-Unis. C'est incroyable. Première ville de Floride. Enfin, je ne sais pas, Cédric, tu as dû connaître Miami il y a un moment. Si on nous avait dit il y a 5 ans que Miami serait vraiment une grosse métropole reconnue au niveau business des États-Unis, je ne sais pas si je l'aurais cru. Parce que le monde de la nuit était vraiment l'industrie première, le tourisme. Et là, maintenant, ça commence à shifter. C'est une ville qui devient de plus en plus professionnelle et qui demande du professionnalisme, c'est-à-dire que les sociétés, les restaurants maintenant sont à un calibre différent. Tout le monde veut servir tous ces gens qui ont l'habitude d'avoir un service professionnel comme à Los Angeles, Chicago, New York, San Francisco. Maintenant, il faut se tenir positionné. Donc voilà, ça accueille aussi énormément beaucoup de fortune. Et ceci est une des raisons pourquoi le marché de l'immobilier a bien, on peut même dire, explosé ces dernières années. Avez-vous des questions pour le moment? Alors, et juste pour te dire, tu n'as pas à me convaincre sur l'attractivité de Miami, de la Floride. D'ailleurs, j'ai déménagé il y a 5 ans de cela. Alors, voilà, petite question, oui. Est-ce que, au niveau des tendances, est-ce qu'on est dans un marché d'acheteurs ou de vendeurs? Quel est l'impact de l'inflation? Je pense qu'il y a également pas mal de variations à travers l'État en lui-même. Exactement. Il y a plusieurs points à voir à ce sujet. Il y a beaucoup à dire. Alors, premièrement, on va regarder le graphe à gauche, qui est, donc là, j'ai pris l'exemple de Miami, hein, et là, on peut voir une corrélation intéressante entre le nombre de biens à vendre par la ligne bleue et le prix de vente par la courbe jaune. Et là, on peut voir qu'il y a quand même une inversion. Plus il y a de biens à vendre, moins le prix des maisons ou des biens immobiliers est haut. Et inversement, dès qu'on a une baisse, comme on peut le voir ici en 2022, une baisse nette du nombre de l'inventaire, tout simplement, hein, du nombre de biens disponibles, les prix ont énormément monté d'un coup. Et donc, on est bien content d'être maintenant en 2023, d'avoir passé cette bulle parce que c'était vraiment extraordinaire. Limite, on se sentait mal en tant que professionnel. J'ai eu du mal quand j'avais mes clients qui me demandaient, écoutez, on va offrir 150 000 $ au-dessus du prix demandé. Sans inspection, sans valorisation du bien. Enfin, les acheteurs abandonnaient tout droit. Ça me mettait dans des situations délicates parce que, bien sûr, on n'a pas envie de laisser nos clients dans une situation à risque. Et d'un autre côté, ils étaient désespérés, ils insistaient parce qu'ils voulaient un bien, tout simplement. Donc là, on n'est plus dans cette phase, on n'a plus à s'inquiéter. Mais il est vrai que l'inflation a eu un petit peu son rôle à jouer. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant les 10 dernières années, il y avait un taux de 1,5% d'inflation. Donc ça allait. D'un coup, on est monté à 9%. Petit souci, tout le monde a commencé à stresser. Maintenant, on est revenu à 3,5%. Bon, on souffle un petit peu, mais est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Pas tout à fait. Le mandat de la Fed est quand même à 2%. Donc, on n'y est pas encore. Mais est-ce que c'est vraiment tenable dans un environnement d'endettement actuel? Je ne suis pas sûre. On est passé de 250 milliards à 800 milliards. Donc, ça paraît difficile. Mais en tout cas, ici à tel. Donc, voilà où on se trouve en ce moment. On a plutôt l'inflation derrière nous. Mais en tout cas,
Le 70% des ménages ont de l'argent, donc ça c'est important. Ils ont du travail, surtout en Floride. Donc les salaires ont même augmenté, le taux horaire a augmenté, et puis ça maintient l'activité et le fait que les ménages s'en sortent quand même. Donc ça c'est assez solide économiquement. Comme l'économie des États-Unis est quand même un précurseur de l'immobilier à 6 mois ou voire 1 an, on voit que ça tient pour le moment et qu'il n'y a pas de gros orages à venir. Donc rien à craindre pour le moment. Donc ça, c'est pas mal. Concernant le maintien des prix, comme on peut le voir sur ce deuxième point, les prix de vente se tiennent à 97% et demi du prix demandé. Ça veut dire que quand quelqu'un met un bien en vente, en général, il se vend pas très loin de ce montant. Donc là, on est juste un tout petit peu en dessous. On a perdu 1% par rapport à 2022. C'était 98,5% en 2022. Donc c'était quand même assez serré. C'est-à-dire que une maison est en vente, on va dire, à 500 000 $. Vaut mieux faire une offre à 500 000 parce que si vous ne la faites pas, quelqu'un d'autre la fera. Là, on est assez proche, malgré que y a quand même des petits leviers sur lesquels un acheteur peut jouer alors qu'il n'aurait pas eu cette opportunité il y a 1 an. Donc ça, c'est pas mal. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'un bien, maintenant, reste 3 mois sur le marché avant d'être vendu. 3 mois. Alors qu'avant, c'était 2,4 mois. Donc un peu plus court. Là, ça se rallonge un petit peu. Est-ce que ça va continuer? Je pense que oui. Je pense que ça va se rallonger. Le temps normal, c'est 5 à 6 mois pour une maison en moyenne. Donc là, on est quand même à un délai assez court. Donc il ne faut pas s'endormir non plus. Il ne faut pas penser que rien ne va se vendre. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un inventaire encore qui est au niveau de la demande. Donc il faut quand même se dépêcher. 30% des transactions se sont faites en cash, c'est-à-dire sans prêt financier, sans prêt bancaire, sans prêt immobilier, et 70% ont été financés. Ça veut dire déjà, ça assure une épuration de l'inventaire assez rapide, 30%. C'est énorme, c'est assez haut. Même les internationaux, donc eux, en moyenne, doivent mettre 30% d'apport. Pour pouvoir avoir un bien, s'ils veulent le financer, il faut mettre au moins 30% d'apport en général. Ça dépend des banques et les programmes, mais bon, ça c'est en moyenne. Et les locaux, c'est à peu près 20% pour éviter le PMI, Private Mortgage Insurance, qui en gros est une assurance qui protège la banque. Donc si on peut éviter, pourquoi pas. Les locaux peuvent mettre moins d'apport, mais s'ils veulent éviter ce frais, c'est vrai que 20%, c'est quand même pas mal. Donc en gros, il n'y a pas énormément de défauts, comme on a pu voir en 2008, où est-ce qu'il y a eu un krach financier, où est-ce que les gens étaient surendettés. Là, quand on a un marché à 30% en cash, on n'est pas dans un marché surendetté. Donc ça n'a rien à voir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah oui, mais on va se retrouver dans une situation comme en 2008 ». Pas du tout, on n'est pas du tout dans la même structure du marché en ce moment. Donc ça, c'est bien. Par contre, on est en train de dealer avec des taux d'intérêt qui sont plus hauts. Donc on a été bien habitués, les Français aussi, à avoir des taux d'intérêt assez bas. Et là, on est dans les 8% pour des prêts à 30 ans, donc qui inquiètent certaines personnes, et puis 7,5% pour des emprunts sur 15 ans. Bon, alors effectivement, quand on a connu du 2,5%, du 3%, on peut se dire « Ouh là là, j'aime pas ça du tout, je vais attendre, je vais rester sur la réserve ». Mais il faut savoir qu'en général, quand on est à moins de 10%, c'est quand même de l'argent pas très très cher. Tout est relatif. Il y a des gens de la société qui ont connu des taux d'intérêt à double digit. Et là, c'est vrai que on le sent passer un petit peu plus. Là, je pense qu'on peut se permettre quand même de rentrer sur le marché sans se brûler les ailes et puis attendre que ça redescende, refinancer dans quelques années. Je pense que c'est tout à fait raisonnable sans s'étrangler. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un marché un petit peu grippé, dans le sens où les acheteurs qui pouvaient se permettre d'emprunter à 4-5%, maintenant, avec des taux d'intérêt à 8%, se retrouvent avec des remboursements qui peut-être dépassent leur budget. Donc, ils hésitent, ils ne peuvent pas, ils attendent.
On a aussi des vendeurs qui, eux, ne veulent pas vendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont des biens bien placés, qui ont une certaine valeur, qui ont sûrement des taux d'intérêt bas aussi, que s'ils vendent, où vont-ils acheter? À combien? Et ils vont devoir réemprunter à un taux plus élevé. Donc, ils ne veulent pas vendre. Ceci réduit l'inventaire. Il y a moins de biens sur le marché qu'en temps normal. Donc, il y a c'est un petit peu grippé en ce moment, mais c'est quand même solide. Donc voilà comment j'appelle ça. Moi, j'appelle ça un ralentissement du marché. C'est quand même un marché de vendeurs avec atterrissage en douceur. Donc, c'est quand même un marché de vendeurs, mais les acheteurs ont quand même des moyens de levier assez intéressants qu'ils n'avaient pas il y a un moment. Donc, on revient à une normale. Donc, ça, c'est bien. Mais, marché de vendeurs quand même. Gardons-le en fait. Alors, quels sont actuellement les produits qui sont en poupe? Quels sont qui ont vendu? Quels sont les meilleurs moyens d'optimiser l'immobilier? Alors, je ne pense pas qu'il y ait une réponse vraiment globale. Il y a plusieurs types de biens qui font office pour certaines situations. Tout le monde ne rentre pas dans le même moule. Déjà, il faut savoir ce qu'on aimerait, quel est le but. Est-ce que c'est effectivement une relocation, revenir ici, changer de vie? Est-ce que c'est des investissements? Est-ce que c'est pour sa société? Est-ce que c'est pour soi-même? Est-ce que c'est pour un patrimoine? Est-ce que c'est pour la famille? Enfin bon, il y a tout un écosystème à vraiment analyser avant d'avoir une réponse standard. Mais en gros, les types de biens qui ont eu du succès dans le commercial résidentiel, c'est un peu tous. J'avoue que les bureaux, à un moment, oui. Maintenant, vivent un petit peu avec le télétravail des jours moins glorieux que certains. Miami est un petit peu une exception, encore une fois. On voit Brickell avec énormément de tours de bureaux qui se sont très bien loués, des grosses sociétés, des étages entiers qui se sont loués. Mais en général, si on prend à la grande échelle, il y a quand même un ralentissement au niveau des bureaux. Pourquoi? Parce que les gens travaillent de la maison, tout simplement. Les sociétés ont du mal à faire revenir les employés au travail en présentiel et que c'est quand même pratique. Il y a quand même une efficacité de travail en télétravail. Donc, bon, voilà, on est un peu limité là-dessus. L'industriel aussi a connu de beaux jours. Maintenant, je pense que l'industriel a des meilleurs jours que les bureaux en ce moment. Après, il y a tout ce qui est commerce et fonds de commerce, c'est-à-dire, vous avez une société, vous voulez vendre des produits, vous avez besoin de locaux, est-ce que vaudrait mieux louer ou acheter? J'avoue que pour une ville comme Miami, acheter est quand même pas mal. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché ascendant, encore une fois. Au niveau résidentiel, il y a tout ce qui est terrain. Bon, terrain, il faut le maintenir. À part ça, effectivement, ça prend de la valeur. Sur certaines îles de Miami, avoir des terrains à Fisher Island, Star Island, c'est quand même pas mal. Donc, il aurait fallu les tenir quelques années. Maintenant, pour les toucher, bonjour, et ce sera un certain budget. Les condos, c'est un investissement qui va marcher comme les maisons et les multifamily. Très, très bien. Ce que vous voyez, les deux premières photos à gauche, ce sont des condos avec des belles vues en général. On est proche de l'eau, donc autant en profiter. Des résidences plus ou moins récentes et surtout de style un peu contemporain. Vous pouvez voir une villa sur l'eau aussi. Et puis en bas à droite, vous avez 3 exemples de multifamily qui peuvent être donc soit 4 unités, 6 unités, une dizaine, une vingtaine. Et ça, il y en a pour tous les budgets. Donc le multifamily, j'aime bien aussi. Après, effectivement, ça dépend du budget et encore une fois du besoin. Ça peut être des besoins fiscaux, ça peut être un besoin de rendement, ça peut être... il y a plusieurs situations qu'il faudrait analyser. En gros, le marché est assez positif à Miami. Si on pense que ça va s'arrêter là et il ne va pas croître, ce n'est pas le cas. Donc, rester à regarder le marché et attendre qu'il redescende, ce serait quand même rater de belles opportunités, que ce soit dans tous ces domaines. On va devoir passer la main à Alexandre très bientôt. Si on pouvait vraiment passer vraiment très rapidement aux prochaines slides. Alors, voilà, comment investir dans l'immobilier. Également, voir si tu as des conseils particuliers, des tips à donner aux auditeurs. Oui, alors, il y a
déjà, comment s'y prendre? Donc, définir ses besoins. Bon, ça, c'est carrément une interview à faire, vraiment une consultation pour voir exactement, parce que toutes les transactions ne se gèrent pas pareil. Il faut s'entourer de professionnels, fiscalistes surtout, comptables, votre société par exemple. Vous avez tous les corps le talent qu'il faut pour vraiment préparer, et puis surtout déterminer une stratégie, savoir comment on va s'y prendre, pourquoi, à quelle vitesse. Il faut connaître sa capacité d'achat, donc avoir un moyen de financement, ça vous pouvez aider aussi, ou tout simplement une banque, un mortgage broker, donc ça on peut assister. Et puis surtout être malléable, pouvoir écouter les conseils, être ouvert avec quelqu'un qui a de l'expérience pour vraiment pouvoir être dans l'action positive. Et surtout être réactif, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, regarder le marché et se dire je vais voir ce qui va se passer. Absolument pas. Il faut y aller. Il faut rentrer maintenant pour pouvoir en profiter pour demain. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il faut faire très attention. Donc, je mets en garde sur certains points. Et ça, c'est le genre de choses, quand je converse avec, que ce soit une famille ou un professionnel pour ses besoins, c'est très important. Je mets en garde sur les rénovations. Acheter un multifamily, mais avoir le prix de l'achat en rénovation, c'est pas bon. Les délais, les permis, faut faire attention. Certains bâtiments ont des recertifications à 40 et 50 ans. Faut faire attention, les copropriétés, ils ont des frais. Et puis, surtout, qu'est-ce qu'ils couvrent, qu'est-ce qu'ils ne couvrent pas, quels sont les frais à charge, quelles sont les règles de la copropriété, quelles sont nos libertés et quelles sont celles où on ne peut absolument pas. Il y en a certains, on ne peut pas louer Airbnb. Aussi, il y a beaucoup de gens qui annoncent des foreclosures et des ventes aux enchères. Oui, d'accord, mais il y a quand même, faut faire attention, il y a des dettes cachées, il y a des analyses à faire. Pour les nouvelles constructions, on peut se dire moi je ne vais pas dans les bâtiments qui ont un certain âge, je vais que dans du neuf. D'accord, mais il faut faire attention. Certains bâtiments de 10 unités, comme des grandes tours, ont des délais de construction pas possibles. Souvent, les petites, ça arrive, j'en connais certains à Coconut Grove, à Brickell, à Coral Gables, qui ne finissent pas. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui se sont engagées, de construction, qui sont engagées sur plusieurs projets, et ils en abandonnent un ou deux pour finir les autres. Et en fait, les propriétaires se retrouvent, les acheteurs se retrouvent avec de l'argent coincé en dépôt. Ils ont mis un apport et ils n'ont jamais les clés. Le bâtiment va en foreclosure, etc. Et puis même ne serait-ce que le bâtiment Aston Martin en plein Brickell, donc on peut se dire c'est une marque fantastique. Oui, ils ont quand même 1 an et demi de retard. Donc ça, il faut être conscient, parce que pendant ce temps, il faut louer, pendant ce temps, il faut faire autre chose. Donc, il faut juste être prêt, quoi. Est-ce que le quartier, on achète saisonnier ou pas? Est-ce que les écoles pour les enfants, est-ce que les revenus annoncés pour un investissement, par exemple, sont justes ou sont peut-être erronés ou un petit peu enflés? Et ça, il faut faire attention. Est-ce que c'est un bien pour un échange d'un investissement qui s'appelle le 1031? Il faut faire aussi attention à ne pas forcément utiliser sa banque pour un change de monnaie. Par exemple, entre l'euro-dollar, si vous utilisez votre banque, vous n'allez pas maximiser votre capital plutôt qu'utiliser un organisme de change. Et ça, je peux donner tous les détails, les liens directs pour maximiser ça, parce que ça fait 20 ans. J'ai essayé plusieurs solutions et j'ai des solutions. Axel, je vais vraiment devoir te couper malheureusement pour passer à l'autre présentation. Juste pour conclure également, il y avait 2 points qui m'avaient marqué lors de nos conversations. Faire attention aux HOA fees et également toujours traiter avec un agent immobilier qui soit full-time, un vrai professionnel. Voilà, et je suis désolé, on doit te… Avec plaisir. Afin que Alexandre puisse avec plaisir. Je te remercie en tout cas. Voilà, Alexandre Quentin, de retour, là on va passer à l'aspect financier et non purement non immobilier. Alors voilà, Alexandre, tout le monde le connaît, partenaire USA France, également spécialiste, directeur des investissements. Donc Alexandre, je te laisse la main. Merci Cédric. Donc en effet, on va aborder aujourd'hui l'aspect financier de pouvoir investir dans l'immobilier et de voir qu'il y a une grosse corrélation entre ces actifs financiers et immobiliers. Et on va voir comment on va pouvoir optimiser cela ensemble aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai pour ce programme de cette deuxième partie. Merci encore Axel pour ton expertise. Et en effet, on aura toujours l'occasion de pouvoir te poser plus de questions puisque je sais que tu es toujours disponible pour les personnes qui en ont besoin. Merci encore pour ta présence et ton expertise. Avec plaisir.
On va se lancer dans le vif du sujet, mais avant, quelques points pour rappeler USA France Financials. Nous sommes une équipe de 18 personnes, dont un Américain, Adam Boyer. Nous permettons aux cadres, entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de gérer leurs problématiques financières. Donc ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter votre valeur, de vous accompagner, que vous restiez ou que vous repartiez. Et cela, donc, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Nous avons été élus cette année, Cédric Sage, Adam et moi-même, sur la liste Forbes 2023, un accomplissement. On souhaite encore évidemment remercier notre clientèle qui nous a fait confiance, et nous sommes maintenant en capacité d'accompagner plus de 1000 clients, et n'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez besoin. Lançons-nous dans le vif du sujet. Nous avons donc au sommaire aujourd'hui comment créer un cash flow modèle qui soit le plus efficace possible, notamment pour être prêt à acheter de l'immobilier. Comment optimiser ce cash flow système. Et puis, on va s'attarder sur comment booster son rendement stratégiquement au niveau de notre planification financière pour booster les rendements, non pas que du bien immobilier, mais de la stratégie globale qui est le plus important au final. Et enfin, s'attarder sur comment monétiser ces biens immobiliers. On va commencer donc par cette première question. Donc, comment créer un système de cash flow qui soit efficace? Alors, pour nous, pour créer de la valeur patrimoniale, il n'y a que deux manières. C'est ce que j'appelle ownership, et deuxièmement, real estate. Mais avant de pouvoir le faire, il s'agit de pouvoir être un bon épargnant, de pouvoir le faire sur une très longue période de temps. Et quand on épargne et quand on a au minimum 6 à 12 mois de dépenses de côté, on peut commencer à se poser les questions de savoir comment diversifier. Et donc, on peut acquérir sa propre entreprise ou la créer, ou bien d'acheter des actions sur le marché privé ou public. C'est ce que j'appellerais ownership. Et deuxièmement, c'est l'immobilier. Et l'immobilier, on peut l'acheter de plusieurs manières, soit en direct, soit potentiellement à travers des sociétés ou même des fonds d'investissement, qu'on appelle les Real Estate Investment Trusts, qu'ils soient privés ou publics ici aux États-Unis. Et quand on commence à être diversifié, il s'agirait de pouvoir mettre en place une stratégie qui soit la plus efficace possible au niveau de notre stratégie patrimoniale. Et c'est ce que j'appelle créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Pour expliquer ce mot de vélocité, c'est simplement, par exemple, sur la vélocité de la monnaie, c'est le ratio pour de la monnaie, par exemple, si on fait la vélocité de la monnaie pour un pays, au niveau de l'échelle d'un pays, c'est simplement le ratio entre le PIB créé, la richesse créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Et si on assume que la masse d'argent disponible est fixe, plus ce ratio va, et plus ça veut signifier simplement qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe au niveau de ce pays, puisqu'on a une certaine vitalité, les individus, les entreprises achètent et vendent des biens et des services, l'argent transitionne et la richesse est créée. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à monitorer. Au niveau de la gestion patrimoniale, si on peut faire en sorte que chaque dollar qu'on puisse mettre de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps, on va créer un haut degré de vélocité patrimoniale et ainsi votre patrimoine va augmenter de manière exponentielle. Et l'avantage de cela, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre plus de risques pour pouvoir y arriver de manière plus efficace. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc pour ce faire, il s'agit de créer un système efficace en termes de vos cash flows. Alors, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Quand vous vous levez le matin, vous créez de la valeur patrimoniale. Soit on est compensé à travers un salaire, soit potentiellement vous allez créer votre propre entreprise et vous allez faire augmenter la valeur de votre entreprise au quotidien. Et donc, c'est ce que j'appellerais cash creation. Et quand on a par exemple un salaire, toutes les 2 semaines, on va pouvoir déposer cet argent, par exemple avec un direct deposit, on va déposer notre chèque, et généralement on va le déposer dans une warehouse que j'appellerais cash warehousing, et qui est généralement matérialisée par une banque. On va déposer notre argent à la banque, et quand on a de l'argent à la banque, puisqu'elle ne va pas nous donner beaucoup de rendement, on va se poser des questions de savoir quelles sont mes solutions patrimoniales pour pouvoir générer du cash flow, et ainsi de faire augmenter ma valeur patrimoniale face à l'inflation, et ainsi de suite. Et on va essayer de trouver des solutions que j'appellerais cash flow creation. Et donc, comme on l'a vu ensemble, il n'y a que 2 manières stratégiques de pouvoir le faire. C'est 1, l'immobilier, et 2, c'est potentiellement les marchés financiers. Et donc, à ce titre, on va pouvoir générer des intérêts, des dividendes, des revenus, et ainsi créer un cercle vertueux qui va nous permettre de pouvoir faire grandir notre valeur patrimoniale pour qu'un jour, quand on souhaite que notre patrimoine puisse reprendre le relais, si on s'arrête de travailler, que c'est notre patrimoine qui nous garde notre style de vie pour le reste de notre vie. D'inverser en fait cette courbe, de pouvoir se lever le matin pour créer la valeur patrimoniale, c'est maintenant notre valeur patrimoniale qui va nous créer cette capacité à avoir et de garder le style de vie pour le reste de notre vie. Et au-dessus,
on va avoir ce qu'on appelle cash protection. Ce sont des solutions pour pouvoir protéger ce système pour le reste de notre vie. Alors, les 3 choses qui puissent mettre à mal pour le reste de notre vie, notre patrimoine, c'est 1 en cas de décès, 2 en cas de pépin de santé et 3 en cas de procès. Et parlons justement de l'immobilier. Généralement, quand on détient un bien d'investissement ici aux États-Unis, on va essayer de se protéger en cas de procès aux États-Unis. 2 choses intéressantes à mettre en place. Premièrement, c'est votre matrice stratégique d'un point de vue juridique à mettre en place. Donc, par exemple, vous pouvez détenir une holding qui, elle, va détenir l'ensemble des sociétés que vous pourriez détenir, et notamment, par exemple, une LLC qui va détenir en direct votre bien immobilier en investissement, parce que celui-ci, maintenant, ce bien immobilier n'est pas directement lié à votre nom, il est lié tout d'abord à une LLC qui a un but et un objectif précis, c'est de pouvoir louer ce bien. Et donc, vous essayez déjà dans un premier temps de pouvoir vous décrocher, on va dire, de la détention directe du bien en cas de procès. Si, par exemple, le locataire a un procès à faire contre vous, ce n'est pas vous directement qui êtes attaché, mais la LLC. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, c'est l'aspect d'assurance. Et donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand on a une voiture, on prend une assurance pour la voiture. Quand on a un bien immobilier, on prend une assurance pour l'habitation. Et ben, en France, on a ce qu'on appelle la responsabilité civile qui est quasiment automatique, on retrouve partout. Ici, aux États-Unis, il faut la demander de manière proactive. Et c'est ce qu'on appelle une umbrella policy ou excess personal liability. Et c'est une assurance que l'on prend en plus de son assurance auto-maison pour pouvoir se couvrir en cas de procès. Donc, on va recommander au minimum d'avoir un montant supérieur ou égal à votre montant net de patrimoine pour que, au cas où certains de vos actifs sont attachés à un procès, que cette umbrella policy va servir de premier mur contre votre patrimoine qui potentiellement pourrait être affecté. Donc, voici déjà, stratégiquement parlant, des solutions pour pouvoir protéger votre système pour le reste de votre vie. Focalisons-nous sur justement ce cash flow model. Et donc, évidemment, d'un point de vue normal, on va dire, on ne se pose pas vraiment des questions sur l'optimisation de ce cash warehousing. On va commencer à se poser des questions sur les solutions à notre disposition quand le cash est déjà à la banque. Mais sachez qu'il y a une opportunité de pouvoir déjà optimiser ce cash warehousing, de créer votre propre banque familiale d'une certaine manière, et ainsi d'optimiser déjà vos liquidités pour financer vos activités à rendement, et ainsi recapturer ce qu'on appelle le coût d'opportunité ou le time value of money. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est quelle classe d'actifs? Est-ce qu'on ne va pas ouvrir notre propre banque brick and mortar à notre nom? On va essayer de trouver certains actifs qui pourraient jouer ce rôle de propre banque familiale. Alors, quels seraient les attributs qui pourraient avoir du sens? De manière optimale, si cet instrument pourrait potentiellement être liquide, qu'on ait le contrôle sur cet argent, un niveau de sécurité évidemment, une croissance garantie, ce serait super, qu'il y ait des limites élevées de contribution, certains avantages fiscaux qui soient portables et flexibles à l'international, privés, personne n'a de regard dessus, la protection contre d'éventuels créanciers ou banqueroute dans la majorité des États, avoir qui soit collatéralisable, des options avantageuses de prêt, ce seraient des attributs que l'on regarde et qui seraient potentiellement optimaux dans ces classes d'actifs qui pourraient servir de propre banque familiale. Alors faisons un point sur les solutions sur lesquelles on a des actifs collatéralisables. Voici à l'écran l'ensemble des actifs que nous pouvons, ce qu'on appelle collatéraliser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser cet actif pour que des institutions, généralement, dans la plupart du temps bancaires, vont pouvoir vous mettre à disposition sur la valeur de votre actif. Un exemple simple, c'est de l'immobilier. Imaginez que vous avez un bien d'immobilier qui vaut $1 million, qui vous reste par exemple $300 000 à payer sur votre prêt immobilier. Aux États-Unis, vous pourriez aller voir votre banquier, par exemple, et demander ce qu'on appelle une HELOC, Home Equity Line of Credit. Ça vous permet de sortir de la valeur qu'on appelle equity, c'est $700 000 d'equity. Une partie de ces $700 000 peut être accédée grâce à cette ligne de crédit, et l'avantage, c'est que ça se fait de manière défiscalisée, parce que c'est sur la partie passive de votre patrimoine, il n'y a pas de fiscalité d'accéder à cet argent-là, qui est basé sur la valeur de votre bien immobilier. Et donc, vous pourriez accéder à cette valeur-là pour pouvoir utiliser cet argent pour généralement, potentiellement, faire des travaux dans le bien immobilier ou faire d'autres choses si vous le souhaitez. Une deuxième source, ça peut être un business que vous détenez. Vous pouvez mettre en collatéral des actifs du business ou le goodwill, la valeur de votre entreprise pour pouvoir avoir du cash à disposition pour faire d'autres choses avec. Vous pouvez avoir un portefeuille, par exemple, d'equity, d'actions. Par exemple, si on était amené à travailler ensemble et qu'on travaille sur un compte d'investissement ensemble, vous auriez la possibilité d'avoir des lignes de crédit qui viendraient être collatéralisées par
votre portefeuille d'investissement. Si c'est sur les actions, vous pouvez accéder jusqu'à près 50%. Si c'est sur l'aspect obligataire, vous pouvez accéder à 80% de la valeur de votre compte pour pouvoir faire d'autres choses avec, dont par exemple de l'immobilier. Vous pouvez faire ça sur de l'épargne, sur les CDs. Vous pouvez faire ça sur de la cash value life insurance, sur l'assurance vie permanente ici aux États-Unis. Et enfin, sur de l'or, de l'art ou potentiellement même du crypto, sur lequel on pourrait se leverager également. Voici l'ensemble des classes d'actifs à votre disposition. Et nous avons identifié pour vous la classe d'actifs qui pourra avoir le plus de sens dans ce cadre-là. Et c'est cette fameuse cash value life insurance. C'est de l'assurance vie permanente ici aux États-Unis, à avoir un certain nombre d'attributs qui va pouvoir jouer le rôle le plus efficace en termes de propre banque familiale et ainsi de booster ses rendements, on va le voir dans un deuxième temps. Alors, quels sont les attributs de cet instrument-là ici aux États-Unis? Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de cash value life insurance, qui sont des assurances vie permanentes aux États-Unis. Je vais prendre l'exemple ici du Wally et de mettre en exergue ces deux attributs. Premièrement, une assurance décès. Donc, en plus d'avoir une épargne qui est disponible, vous allez en plus d'avoir une épargne, avoir une assurance décès attachée à l'instrument qui vient avec. Et c'est-à-dire que cette assurance décès, lors du décès, parce qu'un jour on décédera, lors du décès, cette assurance décès qui est supérieure toujours à l'épargne disponible passera à nos bénéficiaires, que ce soit l'époux, l'épouse, les enfants, avec un effet de levier. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une épargne sur laquelle on va pouvoir accéder, un montant supplémentaire supérieur sera donné à nos bénéficiaires lors du décès. Et c'est grâce à cette assurance décès que notamment on va avoir un certain nombre d'avantages fiscaux. On va y venir. En tout cas, nous avons une liquidité, un contrôle de cette épargne disponible qui va grandir sur le long terme. Ce sera une croissance au minimum garantie. C'est un instrument qui est garanti d'augmenter pour le reste de notre vie, peu importe où on est dans le monde, c'est garanti d'augmenter quoi qu'il arrive, il n'y a aucune année négative. Elle est garantie par contrat. Mais en plus de cela, on a accès à des dividendes qui sont, eux, annuels et non garantis. Mais ça existe depuis 1860, donc plus de 160 ans d'existence. Il y a toujours eu des dividendes chaque année et ils ont toujours été supérieurs à la garantie dans toute son histoire. On s'attend probablement que dans les 160 prochaines années, cela pourra continuer à être le cas. Pour vous donner un exemple, en 2008, en plein crash du marché financier immobilier, les dividendes étaient toujours de 7,3% non corrélés au marché financier immobilier. Nous avons des avantages fiscaux. Dès que vous mettez $1 dedans, il n'y aura plus jamais de fiscalité après. C'est $1 qui vient de votre banque. Vous avez déjà eu une fiscalité sur les revenus. Maintenant, vous avez du cash à la banque. Si vous le positionnez dans votre cash value life insurance, vous n'aurez plus jamais de fiscalité derrière puisque c'est de l'argent après impôt, taxe déférée, accessible, tax-free. Peu importe où vous êtes dans le monde. Ce qui est important, c'est d'avoir ce lien avec les États-Unis le jour où vous allez mettre en place ce type d'instrument-là. Peu importe si dans 2 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous n'êtes plus aux États-Unis, vous allez continuer à bénéficier des avantages financiers, fiscaux et légaux de l'instrument. Vous avez des limites élevées de contribution, c'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. Vous avez de la protection contre individuels créanciers ou en tant que banqueroute de la majorité des États. Vous avez l'option de pouvoir ajouter de la protection en cas d'invalidité, parce que si c'est le cas, la compagnie d'assurance va continuer à mettre de l'argent dans ce contrat pour vous, et également en termes de besoins de soins dépendance. Il faut savoir que les maisons médicalisées aux États-Unis sont extrêmement chères, comparé à la France. On parle de 13-14 000 $ par mois pour avoir quelque chose de qualité en termes de maisons médicalisées à un moment donné dans notre vie. Et à ce titre, on peut accéder en amont de son décès à l'assurance décès pour payer ce type de coûts élevés. Et pour moi, ce qui est peut-être le plus intéressant, en tout cas pour ce sujet aujourd'hui, de l'art de leverage, d'un point de vue immobilier, ce sont les 3 derniers attributs. C'est le fait que cet instrument soit collatéralisable, qu'il y ait des options avantageuses de prêt, et également des options avantageuses en termes de remboursement du prêt. Et ça va avoir un impact énorme sur la gestion de votre patrimoine. Et on va pouvoir justement répondre à cette question. Comment booster son taux de rendement grâce à une planification financière holistique? Alors, si on ne fait rien d'autre que de bénéficier de cet instrument-là, voilà ce que l'on a. On a une approche passive en autopilote, c'est-à-dire qu'on a un taux de rendement qui est attractif. On va pouvoir faire face à l'inflation grâce à ce rendement-là. À l'heure actuelle, quand on regarde les illustrations, on est autour des 4-4,5% de rendement net de frais, net d'impôts. Cela était basé sur les taux de l'année dernière, quand la Fed était proche de 1%. Si la Banque centrale américaine va continuer à garder des taux autour de 4, 4,5%, 5%, les taux de rendement attendus seront proches des 6,5-7% de rendement net de frais, net d'impôts sur le long terme. C'est simplement un très bon hedge contre l'inflation. C'est un actif défensif, ce n'est pas un actif de croissance. L'objectif de cet instrument, c'est de pouvoir en interne générer un rendement qui va nous permettre de faire face à l'inflation. Et c'est une croissance qui est ininterrompue et exponentielle pour le reste de notre vie. Il n'y a aucune année négative et ça va continuer d'augmenter pour le reste de notre vie. Ça peut être un très bon substitut du cash à la banque, mais également des obligations sur le marché financier en termes de gestion du risque de votre stratégie patrimoniale globale. Et si on l'utilisait que pour ça, ce serait déjà pas mal. Mais là, on va pouvoir continuer à améliorer la stratégie, c'est qu'on peut tirer avantage de l'épargne qui va être créée au niveau de l'instrument pour pouvoir
démultiplier sa stratégie patrimoniale. Et je reviens notamment à ce premier graphique que j'ai pu illustrer, et on va revenir donc dessus. Quand on se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale, de l'épargne. Et donc, on va la mettre dans sa propre banque familiale qui est matérialisée par votre Cash Value Life Insurance. On va bénéficier d'une augmentation exponentielle garantie à vie de cet instrument, comme si vous avez un hamster dans sa roue qui va continuer à créer de la valeur pour le reste de notre vie et qui ne s'arrêtera jamais. Et en parallèle de cela, nous avons à disposition des facilités de crédit que l'on peut utiliser ou non. Et si on les utilise, on peut les utiliser de manière proactive pour continuer à investir. Donc, imaginez que vous avez une cash value, une épargne dans votre contrat de 500 000 $. Vous avez, en parallèle de cela, accès à une facilité de crédit de 500 000 $. Évidemment, si vous ne l'utilisez pas, ça ne coûte rien, mais vous pouvez l'actionner. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour payer l'éducation des enfants. Vous pouvez l'utiliser pour investir dans votre propre entreprise ou potentiellement l'investir dans l'immobilier. Et généralement, d'un point de vue stratégique, si on veut vraiment créer un effet de leverage, d'où cette art de l'effet de levier, il s'agit généralement, quand on fait un achat immobilier, de ne jamais faire l'apport en cash. Parce que si on fait l'apport en cash, on va se retrouver, ce cash va être bloqué au sein du bien immobilier, il va jouer un seul rôle, c'est d'être bloqué dans le bien immobilier. Alors que si on va pouvoir avoir l'argent qui est dans un actif, qui en plus a la garantie de grandir, défiscalisé, et qui est liquide grâce à la facilité de crédit que nous avons, eh ben, on va utiliser cette facilité de crédit pour l'apport dans le bien immobilier. C'est 20% d'apport, par exemple, pour éviter les PMI. Et les autres 80% seront financés, en effet, par ce prêt immobilier. Et donc, 100% du bien immobilier est maintenant financé. 100% de l'argent de quelqu'un d'autre travaille pour vous et votre foyer. C'est maintenant le même dollar qui va fonctionner 2 fois. Et ainsi, vous avez donc 2 rendements pour le prix d'un. L'avantage, c'est qu'on a 2 manières de pouvoir faire ce nantissement. Premièrement, on peut faire ce qu'on appelle un loan à travers la compagnie d'assurance directement, qui en ce moment, les taux sont de 5% fixes et qui passeront à 3,5% à l'âge de 65 ans ou 20 ans plus tard, selon l'âge dans lequel vous rentrez dans l'instrument. Si ces 5% ne sont pas attractifs, by the way, c'est très attractif en ce moment, hein, les taux d'emprunt ont un peu flambé, évidemment, avec l'augmentation des taux directeurs. Mais si les taux d'intérêt étaient plus attractifs, on peut aller voir des banques et ils ont des départements spécialisés où ce qu'ils le font uniquement au quotidien, c'est ce qu'on appelle du IBLOC, Insurance-Based Line of Credit, où il y a des départements de banques qui font que ça au quotidien, c'est faire de la ligne de crédit sur cette Cash Value Life Insurance. Et les taux à l'heure actuelle sont autour des 6,5% sur l'IBLOC. Évidemment, on prendra le taux fixe, mais l'année dernière, cet IBLOC était de 3%. Et donc, si c'était 3%, on prendrait le 3%. Ça vous permet d'être en contrôle de l'augmentation et la baisse des taux d'intérêt et d'être toujours en position de force pour choisir le taux le plus attractif et ainsi de pouvoir avoir la capacité de financer vos activités à rendement. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Mais petit aparté donc là-dessus, vous avez 4 types de rendements potentiels avec votre Cash Value Life Insurance. Vous avez le premier rendement interne que nous avons vu, qui va nous permettre de faire face à l'inflation. Vous avez maintenant, et vous l'avez compris, la capacité d'un rendement externe. Vous aurez également un rendement éternel lié à l'assurance décès qui passera à la génération future à un moment donné, ou époux-épouse. C'est l'argent supplémentaire qui a été créé au niveau du patrimoine. Et dernièrement, c'est ce que j'appellerais le rate on income. Et pour ce faire, je vous emmène, on va dire, vers le prochain webinaire qui est sur la retraite d'ici quelques minutes. Et nous allons parler notamment de ce fameux Pension Sleep. Et cet instrument-là va nous permettre de changer la donne complètement au niveau de notre stratégie de retraite. On va mettre en place une stratégie qu'on appelle de bucketing et je vous invite à nous suivre sur le prochain webinaire de la retraite pour découvrir cela. Merci beaucoup, Alexandre. C'était super intéressant. Vous pouvez, s'il vous plaît, poser vos questions juste là sur la discussion et nous essaierons d'y répondre. Et sinon, on vous rejoint dans quelques minutes. Nous allons commencer dans 6 minutes exactement notre prochaine conférence qui est franchement super intéressante sur les règles de retraite françaises américaines avec Philippe Plantadi de Nouvelle Vie, avec toi Alex et Olivier Sureau de Jade Fiducial. Et tout est super intéressant. Oui,
C'était super intéressant. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à continuer à utiliser nos discussions ici ou plus tard, si vous voulez toujours nous poser vos questions, vous avez juste à aller dans les différents canaux de discussion que nous avons dans le groupe de la chambre sur Melting Spot et de regarder à nouveau cette vidéo sur nos replays dans quelques jours. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'on ait... je crois que il y avait Chris Didier qui nous disait juste bonjour. On a d'autres personnes qui nous ont dit bonjour, mais je pense que tu as été très clair, Alexandre, et Axel aussi. Moi, juste pour vous donner un petit peu de contexte pour la Chambre de commerce, on est vraiment, on ressent la même chose que vous et que toi, Axel aussi, sur l'attractivité de la Floride. Juste ce mois-ci, nous avons plus de 17 sociétés qui viennent de rejoindre la Chambre de commerce. Il y a de plus en plus de gens qui viennent des États-Unis, qui viennent d'autres États, mais on a aussi beaucoup de sociétés qui viennent de France et de gens qui un mix de projets de vie et aussi de projets professionnels grâce à l'attractivité des États de Floride en particulier. Donc, nous serons ravis tous de vous accueillir et de continuer à discuter avec vous sur Melting Spot. Donc, je vais fermer ce live, à moins que vous ayez encore des questions. Axel, Cédric, Alexandre, tout va bien? Y en a-t-il? Génial. Bah, écoutez, bonne fin de journée et Axel. Et on vous retrouve, Alexandre et Cédric, dans 3 minutes de l'autre côté sur notre prochaine conférence. Merci. Merci, à tout de suite. Au revoir.